Donc là, on part sur le cause du Larzac et sur l'installation des énergies renouvelables sur le Larzac. Nicolas, c'est à toi. Ok, je partage l'écran. Alors, comme l'a dit Auréline, pour cette étude, je vais vous emmener sur le plateau du Larzac, une terre emblématique, voire mythique de la ruralité française, qui a été le théâtre dans les années 70 de la révolution paysanne face à l'extension du camp militaire dans le Nord Larzac. Pour dézoomer un peu, le Larzac fait partie d'une biorégion nommée les Grands Causses, qui est composée d'un ensemble de hauts plateaux calcaires entrecoupés de gorges profondes et parcourus de vastes rivières souterraines. Ce sont des paysages proches du sublime en tant que concept esthétique, avec comme élément peut-être le plus connu les gorges du Tarn, haut lieu d'écotourisme, de spéléologie, de sport en plein air, mais aussi lieu de villégiature des grands rapaces comme le gypaète barbu. Mais les Causses, c'est également de vastes pelouses calcicoles stépiques dont Julien Gracq a évoqué l'horizontalité en décrivant le sentiment de vertige horizontal qu'il a ressenti lors de sa traversée de ces paysages. Alors, le Larzac, c'est le plus septentrional de ces plateaux. Je parlais tout à l'heure de la lutte paysanne, mais il est également extrêmement connu pour ses cavités naturelles qui offrent des conditions idéales pour l'affinage du roi des fromages, le Roquefort. Ce fromage résulte d'une pratique pastorale séculaire qui a façonné l'ouverture des pelouses calcicoles et conduit à la construction d'un ensemble de patrimoine matériel bâti, comme les lavognes, où peuvent boire les brebis, les troupeaux, et puis les bories, où pouvaient s'abriter les bergers. Cette pratique agro-pastorale séculaire, c'est ce qui a conduit l'inscription en 2011 du territoire au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel de l'agro-pastoralisme méditerranéen. Le Larzac est alors à cheval sur deux entités administratives, d'une part l'UNESCO et de l'autre le PNR des Grands Causses, qui participent à la préservation du patrimoine et à la sauvegarde et au dynamisme des immenses étendues stépiques, symboles d'ouverture dans des sociétés et des paysages contemporains qui ne cessent de se densifier et de se refermer. C'est dans ce contexte, dans ces paysages façonnés par des millions de troupeaux et d'hommes, par des siècles d'histoire, par l'âpreté du climat, par la tectonique et l'érosion millénaire des sols, que m'a été posée la question qui tue, où on met les éoliennes? Le parti pris de l'étude a été de se détourner un peu de cette question et plutôt que de se demander où, se demander dans quoi? Dans quel paysage? Dans quelle dynamique de milieu, mais aussi dans quelle dynamique humaine? Il s'agit en fait de définir un cadre, un contexte, une dynamique territoriale capable d'accueillir et de supporter le développement des énergies renouvelables. Je parlais tout à l'heure de l'ouverture des paysages et des pelouses stépiques des Causses, mais sur le Larzac, cette ouverture s'est faite progressivement, puisqu'à l'origine, il s'agit d'un haut plateau boisé. Il s'est ouvert au fil du développement de l'activité humaine et pastorale, jusqu'à son apogée entre l'Ancien Régime et la première moitié du XXe siècle, où le Larzac est à son summum démographique. Actuellement, et depuis quelques années, cette dynamique de milieu s'est inversée et les paysages du Larzac ne cessent de se refermer. On a ici l'exemple d'une ferme sur la commune de Montredon, où l'on peut observer la progression des ligneux, ainsi que l'augmentation des surfaces cultivées. Cette dynamique résulte d'une régression de l'activité pastorale au profit d'un modèle d'élevage intensif qui privilégie les cultures de plantes fourragères à la conduite des troupeaux dans le paysage. Ce phénomène entraîne l'érosion de la valeur patrimoniale du Larzac et de ses paysages ouverts et pâturés. Alors, plutôt que de concevoir le développement des ENR dans ces modèles agricoles extrêmement énergivores et qui menacent à terme le classement du territoire UNESCO, j'ai choisi de me tourner vers d'autres initiatives agricoles qui sont porteuses de transition et garantes du renouveau des paysages agro-pastoraux locaux. Ce sont des initiatives génératrices de paysages davantage résilients qui portent le concept de sobriété énergétique, c'est-à-dire d'une diminution de la consommation d'énergie. Cette notion de sobriété énergétique est essentielle puisque nous savons que les politiques de production d'énergie renouvelable ne sont efficaces que si elles s'accompagnent d'une réduction de la consommation énergétique. Je suis alors parti à la rencontre d'un grand nombre d'acteurs issus pour la plupart du monde agricole, mais pour cette présentation, je n'en ai sélectionné que deux qui m'ont semblé particulièrement pertinents. Le premier, c'est Romain Galtier, qui a fondé en 2013 l'association des Bois du Larzac. Alors, Romain a développé une filière basée sur la pratique sylvopastorale. Donc, face à la progression des forêts de pins et à la régression des surfaces de pâturage, il a décidé d'ouvrir des espaces de pâturage sous bois. Puisque l'herbe, les brebis et les bergers profitent de l'ombrage des arbres, il s'agit d'une pratique adaptée aux enjeux de réchauffement climatique.
De plus, l'association bénéficie d'un double revenu, celui issu de l'activité pastorale, bien sûr, et celui issu de l'exploitation forestière et de la transformation du bois en granulés qui sont vendus et alimentent les poêles et chaudières dans un rayon de 80 km. On a alors des forêts qui sont ouvertes à tous, à la fois aux troupeaux, mais également aux divers promeneurs et au développement d'une activité touristique. Le second acteur, c'est Nicolas Braille, qui a fondé Buxor SAS, qui est une entreprise qui lutte contre la fermeture des paysages et l'avancement des landes à buis. Pour cela, Nicolas a inventé un processus de récolte et de fermentation du buis dont il se sert pour développer un élevage d'insectes et de larves. Cette production lui sert à l'alimentation de ces cochons, qui, semble-t-il, leur donne un goût exceptionnel puisqu'ils sont vendus au plus grand nombre, aux plus grandes tables et restaurants français. Donc, en faisant du buis une ressource, Buxor SAS participe à contrer les dynamiques de fermeture des paysages, à conserver des espaces pâturables et ainsi préserver la valeur patrimoniale des paysages larzacois. Après ce travail de rencontre et d'entretien avec les différents acteurs, la suite du projet a été de définir des zones de développement potentiel des ENR à partir d'une cartographie d'exclusion des zones habitées et des zones de protection environnementale. Le but a été de développer au sein de ces différents secteurs des systèmes paysagers agroénergétiques productifs et compatibles avec les enjeux de patrimoine. Le premier secteur étudié est constitué d'une vaste forêt domaniale monospécifique et totalement inaccessible. En s'appuyant sur la démarche des bois du Larzac, l'idée est de diversifier les activités et les revenus possibles à partir de l'ouverture sylvopastorale de ce milieu. On pourrait alors rendre accessible ce secteur, imaginer le développement d'une activité de randonnée en profitant de chemins d'exploitation pour développer des parcours à l'ombre des pins et au contact direct des troupeaux et des bergers. L'ouverture de clairières pastorales pourrait également permettre l'installation d'éoliennes qui bénéficieraient de l'intimité de la forêt et de la hauteur des cimes des pins sylvestres. Ce système de clairières pourrait également participer à la mise en scène des objets énergétiques en bénéficiant de l'ouverture soudaine de la clairière pour créer un sentiment de surprise à la rencontre de l'éolienne. Ce travail d'ouverture du site et de mise en scène des clairières agroénergétiques tombe à pic pour animer la traversée du Larzac, et plus particulièrement l'axe de la D77 qui est inscrit dans le plan paysage comme un trajet de grand plateau à valoriser. Le second secteur, situé à l'est de l'autoroute 75, s'étend sur d'anciennes zones de parcours aujourd'hui abandonnées et recouvertes de buis. À relativement court terme, il s'agit de milieux voués à être recouverts de pins et fermés à toute activité, qu'elle soit agricole, sylvicole ou touristique. Ici, l'idée a été de s'appuyer sur la démarche de Buxor SAS et de l'exploitation du buis pour imaginer la réouverture du milieu. Cette ouverture, elle est essentielle à la sauvegarde d'espèces spécifiques au milieu stépique et ouvert, tels que on peut voir l'ophrys abeille, la Donis du printemps, le tarier des prés ou la perdrix rouge. Puis, comme sur le secteur précédent, la réouverture du secteur permet une densification d'usage et une multiplication de revenus possibles. En retrouvant l'ouverture, on bénéficie de la luminosité et de l'accessibilité du site pour imaginer la cohabitation entre l'activité de production énergétique, le tourisme et l'élevage. Pour conclure, je dirais que j'ai essayé d'imaginer une solidarité spatiale, mais aussi économique, entre l'activité pastorale et la production d'énergie renouvelable. L'ambition, c'était de concevoir des paysages agroénergétiques ou des systèmes de paysages agroénergétiques porteurs de sens et donc d'une certaine beauté. Je finis avec une photo prise dans le sud de Larzac. Je ne sais pas si vous la voyez, mais on voit une éolienne seule face à l'immensité stépique du plateau. C'est assez rare de rencontrer des éoliennes comme celle-là isolées. Et celle-ci résulte du combat de 15 ans d'un agriculteur qui a su fédérer 97 habitants du plateau autour de ce projet et organiser pour cela des séminaires, des réunions visant à sensibiliser la population locale aux enjeux de la transition énergétique et du réchauffement climatique. Quand on parle de projet agricole, de projet éolien citoyen, je pense que celui-ci est doté d'une certaine force et porteur d'un certain sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas, de cette présentation qui tient à peu près en 10 minutes. Peut-être que Michel Pénat, donc paysagiste, donc tu as encadré la mission de Nicolas. Quelles sont tes réactions, puisque tu as deux casquettes? Tu es non seulement paysagiste concepteur, mais aussi tu es membre du conseil scientifique
Oui, alors, merci d'abord à toute l'équipe de la chaire, à Bertrand et à Auréline, parce que je pense qu'en effet, c'est très important que les paysagistes se mobilisent sur les territoires. Évidemment, il faut se mobiliser sur les villes, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu très important, et l'école du paysage, là où on est, elle a été créée vraiment au départ à cause de la mutation fulgurante des territoires par les autoroutes, les retenues d'eau, et aujourd'hui, la question de la transition énergétique est pour moi un prétexte pour se remobiliser sur la mutation des territoires. Donc oui, mobilisons-nous, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc la question du patrimoine en même temps qui se pose, alors on va revenir tout de suite sur le Larzac, mais la question du patrimoine, à mon avis, c'est une question, tout est patrimonialisable, on pourrait dire, et pour nous paysagistes, tout est patrimoine. Le terrain sur lequel on intervient est du patrimoine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des patrimoines élus et d'autres pas élus? C'est parce qu'il y a des échelles de valeur qui sont décidés par la société, plus ou moins de manière partagée, mais c'est sur cette échelle de valeur qu'il faut que nous, on puisse travailler pour savoir ce qu'on peut nommer patrimoine ou pas patrimoine. En tous les cas, ce qu'on disait ce matin encore sur la question de la valeur du réel et la valeur du terrain, elle est essentielle pour un paysagiste, et tout terrain a une grande valeur, on pourrait dire. Donc, tout terrain suscite du respect et une négociation amoureuse, je dirais, pour sa transformation et sa mutation. Je crois que c'est aussi un discours que j'ai pu tenir auprès des maires qui m'ont interpellé plusieurs fois à l'AMF. J'ai fait quelques conférences sur la question des mutations des territoires, notamment la transition énergétique. Et Excusez-moi. Oui. Il y a quelqu'un qui... Monsieur Jérémy Ficelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez couper votre micro? Merci. Il est au téléphone. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre auprès des élus, des maires, des responsables des territoires, qu'aujourd'hui, un territoire n'est plus, sa raison d'être n'est plus seulement de produire des biens matériels, parce qu'on sait qu'il produit aussi des biens symboliques. C'est-à-dire qu'on est aussi des biens culturels. Tout territoire produit du culturel. Et c'est là que nous, paysagistes, on voit bien qu'on a un rôle très important à jouer. C'est pas seulement de l'objectif, mais c'est aussi beaucoup de subjectif. Et cette subjectivité-là, elle est essentielle. Et Bertrand Folléa en parlait ce matin, c'est-à-dire que l'explicite, c'est facile à déceler, c'est l'implicite qui va guider les politiques d'aménagement des territoires. Et on voit bien dans la question des débats sur l'éolien comme c'est sensible. Ensuite, la dernière question, c'était l'art du paysage, je dirais. C'est vrai que moi, ou chaque paysagiste est un médiateur parmi des forces très complexes, très hétérogènes, mais c'est un médiateur créatif, nécessairement créatif, on pourrait dire. Parce que dès lors qu'on va poser les contradictions d'un territoire avec intelligence, et plus on va le poser avec intelligence, plus on va les trouver complexes, ça on le sait bien, et donc plus on va nécessiter de créativité pour trouver des solutions. Alors, on voit très bien notre ami Nicolas, comment il a abordé la question. Je ne l'aurais pas abordé de cette manière-là, mais on l'a laissé aborder, puisque on a eu contact avec EDF Renouvelables directement, qui sont installés à Béziers sur le Larzac. Moi, je connais très bien le Larzac pour y avoir manifesté quand j'étais jeune, n'est-ce pas? Donc, je ne le redirai plus, c'est promis. Mais donc, et du coup, je me suis retrouvé après aussi sur les Cévennes. J'ai beaucoup travaillé sur les Cévennes. J'ai fait des chartes de paysage. Donc je connais bien le parc naturel des Cévennes. Donc vous pouvez mettre la carte que j'ai mise pour comprendre que il y a en fait notre travail, nous, de paysagistes, comme je disais, c'était un travail de médiateur, on l'a bien dit tout à l'heure, de compréhension, puisque le paysage, c'est pas le milieu, c'est pas le territoire, c'est pas l'espace concret, on est bien d'accord là-dessus, Bertrand l'a rappelé ce matin, je crois, c'est le lien sensible et culturel, donc, que l'on va entretenir avec ce milieu, avec cet environnement. Donc, il est évident que nous, boulot de paysagiste, c'est pas forcément de créer des milieux, c'est de favoriser la bonne liaison sensible, culturelle entre un environnement, une campagne ou une ville. C'est la même chose, en fait, une place et les habitants, les gens qui vont le percevoir. Puisqu'en effet, on sait bien que c'est le territoire tel que perçu par les populations, tel que le définit la Convention européenne. Mais c'est assez juste comme définition. Donc cette question de la perception de l'environnement, la perception du territoire, elle est essentielle, et c'est là que l'échelle de valeur va apparaître. C'est-à-dire que certains... Et donc dans la méthodologie que nous avons travaillée, là, qui apparaît pas dans le compte-rendu de Nicolas, mais sur laquelle nous avons travaillé tous ensemble avec Auréline et avec les gens de l'EDF, puisque les gens de l'EDF nous ont interpellés, non pas pour planter quelques éoliennes, parce qu'ils en avaient déjà planté,
Et sachant très bien qu'à l'UNESCO, parce que j'étais aussi concerné par le côté UNESCO, l'UNESCO interdit absolument toute plantation d'éoliennes. Voilà. Donc, alors moi j'ai demandé aux gens de l'UNESCO, ce qui a été compliqué, c'était de leur demander quelle est leur vision de la question du paysage, puisque à l'UNESCO, vous le savez bien, c'est les paysages de l'agropastoralisme méditerranéen qui ont été classés. Ça n'est pas les territoires de l'agropastoralisme, ni les pays de l'agropastoralisme, c'est les paysages. Donc en effet, on est bien dans cette liaison culturelle à l'environnement. Et l'UNESCO elle-même est une association pour la culture et la pédagogie, et donc pour la culture. C'est pas juste pour promouvoir en effet l'agriculture, c'est la culture. Donc on voit très bien que cette question culturelle, notre relation culturelle au territoire, elle est essentielle. Et le Larzac, c'est un milieu extrêmement riche, parce qu'on sait très bien que ça a été un lieu des manifestations, il y a eu des films tournés, donc c'est un lieu extrêmement cultivé au sens culturel, et cultivé un peu au sens culturel aussi. Donc, moi, je pense que la méthode d'approche de la question d'un site aussi sensible que le Larzac, c'est ce que j'appelle la méthode de superposition des visions. La superposition des visions, et c'est là que je dis qu'on est médiateur, je vais pas faire une psychanalyse du Larzac, bon, j'en ai pas la prétention, mais en fait, j'en rêverais. Comme Bachelard a fait la psychanalyse du feu, on en parlait tout à l'heure, mais une psychanalyse de l'espace concret, je trouve ça passionnant. Passionnant parce qu'il est truffé de mythologie. Le Larzac est truffé de mythologie. Et en effet, c'est bien ces mythologies dont on parle. C'est pas de l'espace concret, parce qu'on voit bien qu'il y a une forêt de pins. Enfin, l'espace concret, il est nécessaire. Évidemment, il faut l'étudier. C'est à partir de lui que le paysage va émerger. Mais il ne va pas émerger strictement avec le même espace concret. On peut ou ne pas avoir de paysage qui émerge. Donc, on voit bien que dans la question de l'UNESCO, et c'est pour ça aussi que je suis venu avec vous, un peu en tant que provocateur, comme je disais toujours, la pertinence de l'impertinence. Tout à l'heure, le précédent intervenant l'a parlé, le désir de sortir un peu des lignes. L'UNESCO a une attitude extrêmement systématique. Je pense qu'il ne faut pas avoir une attitude systématique, parce qu'en effet, le paysage, c'est toujours des cas particuliers, c'est toujours des lieux, des gens qu'on va rencontrer et sur lesquels on va devoir avoir des réponses. Et des gens dans des contradictions. Et là, je vois très bien que déjà, rien que les instances, c'est la carte que vous venez de voir, qui se superposent sur le Larzac, mais sont incroyables. Elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Il y a le parc des Grands Cosses, il y a le parc naturel des Cévennes, il y a l'UNESCO, il y a les grands sites, déjà rien que ça, et les communes. Quand on a présenté avec Auréline, je lui ai parlé de l'UNESCO, le président de l'association de l'intercommunalité de communes, de Cornus, là où on était, il a commencé à crier, il y en a marre du culturel, il y en a marre du culturel. Nous, on veut nos sous, comme dit Margaret Thatcher. Nous, on veut des sous. On est en train de crever sur le Larzac, on veut des sous. Donc oui, on peut mettre des éoliennes. Et on s'est tous rendu compte qu'au bout du compte, les vieux agriculteurs cossonards, les vieux agriculteurs de Larzac, ils étaient plutôt pour eux. Et donc la relation au paysage n'était pas du tout la même que les résidents, les retraités qui s'étaient achetés une jolie propriété, les Parisiens qui avaient fait leur carrière à Paris, qui s'étaient achetés une jolie propriété sur le Larzac ou dans les abords, qui n'avaient pas du tout la même appréhension que les agriculteurs qui, eux, occupent. Et on se rend compte aussi que le paysage est un bien commun, mais qui est constitué de propriétés privées. Donc c'est cette contradiction numéro 1 qui est celle qu'il faut qu'on résolve ensemble, parce qu'en effet, on voit bien que les propriétaires privés vont avoir un impact sur le paysage qui appartient à tous, au bout du compte, et on voit très bien que l'impact peut détruire un objet énorme, pas seulement énorme, un objet peut détruire un paysage, on le sait bien, puisqu'un paysage c'est un écosystème sensible. Donc on s'est rendu compte que déjà les instances qui s'occupent de ce site-là sont multiples et contradictoires, et ensuite les personnes qui vont faire le paysage, qui vont être dans le paysage, je regarde le temps qui y reste, mais ça ne va pas revenir. Comme il reste 1 minute. 1 minute. Et on se rend compte que les gens qui occupent, elles sont aussi, on avait déterminé au moins 5 catégories. Il y a les vieux agriculteurs cossonards du Larzac, à la limite qu'on fait des manifs. Il y a les néo-ruraux qui se sont installés. Il y a les résidents, il y a les promeneurs, et il y a même des automobilistes qui viennent de traverser avec le viaduc de Millau et qui traversent le Larzac. Quelles sont leur perception aux uns et aux autres, et comment nous, on peut répondre à la mutation d'un paysage comme celui-là, à la mutation, qui sont des multiples paysages, suivant les multiples regards qui sont portés sur cet espace concret, qui lui est le même, évidemment, mais comment la mutation d'un espace concret afin de produire les paysages les plus acceptables, on revient sur la discussion souvent, les plus pertinents, on dirait, et puis, si on peut y arriver, les plus beaux.
Merci. Merci Michel. Eh bien, belle démonstration. Peut-être, Nicolas, on en parlera un petit peu après, mais ça t'a tellement plu, ce sujet, que t'as même décidé de tenter une aventure de doctorat autour de cette question. Donc voilà, donc c'est aussi là que se créent des possibles. Peut-être qu'on